La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue sur le réseau de emedia.sn, Emedia Invest. Bienvenue sur iRadio, ITV. Merci à mes invités que je vais vous présenter. Il s'agit de Cherif Salif Sy, économiste, professeur émérite et ancien conseiller à la présidence de la République, ancien directeur de l'ANCAR. Cherif Salif Sy est aussi enseignant-chercheur. Nous sommes aussi avec Jean-Louis Roy, qui est écrivain, diplomate, administrateur de société. Il a été secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie OIF. Il est aujourd'hui président, directeur général de banque, consortium regroupant les archives nationales du Québec, la Bibliothèque nationale du Québec et de la Grande Bibliothèque de Montréal. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité de cette semaine a été très intense. C'est le sommet du G7 à Biarritz, en France, qui s'est terminé. Il y a aussi le sommet de la TICAD qui s'est tenu au Japon. On a constaté que les présidents africains ont été les grands invités de ce sommet. Ils sont revenus sur beaucoup de sujets qui préoccupent le continent, notamment ce qu'on appelle les évasions fiscales. Cherif Salif Sy, aujourd'hui, on dit que les chiffres qui sont donnés sur le continent, c'est plus de 60 000 milliards de dollars qui sortent chaque année de l'Afrique pour des évasions fiscales. Les présidents africains, dans ces forats, continuent à dénoncer ces évasions fiscales. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Merci Alassane pour l'invitation. Je crois d'abord que ce qu'il faut faire, c'est une question qu'il faut poser à ceux qui ont voulu le pouvoir, ceux qui ont voulu porter de cette façon-là la destinée des nations. Je crois que c'est à eux. Mais nous ne manquons pas d'idées en tant qu'enseignants un jour, techniciens ou experts de l'autre. Et nous avons joué quand même des rôles importants dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous avons consacré un chapitre très important sur la question de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, je ne dirais pas que c'est une question complexe, mais ça pénalise lourdement le continent. Mais dans cette affaire d'évasion fiscale, lorsqu'on met l'accent sur l'informel qui ne paye pas assez, ou le nombre réduit d'entreprises multinationales qui passent son temps à être agressées, c'est comme ça qu'ils prennent la chose. Je crois que cela veut dire que autant les dirigeants ont leur parole, autant les chefs d'entreprise également se prononcent. À ce moment-là, je crois qu'il est temps, compte tenu du désastre que constitue cette évasion fiscale, que l'on s'assieye, qu'on définisse vraiment des règles précises. Je n'ai pas l'habitude simplement de rejeter la responsabilité sur les autres, mais la responsabilité des gouvernements africains est évidente. C'est à eux de respecter les textes, les lois qu'ils mettent en œuvre scrupuleusement. C'est à eux aussi de mettre dans la formation, dans les dispositifs de formation, des agents assermentés et très qualifiés pour pouvoir prendre en charge ce type de problème. Mais la dénonciation, ça ne sert à rien. Nous, on ne se focalise plus sur des chiffres, tellement le phénomène est important. Mais résoudre ce problème est tout de même à la portée des pays africains. Alors les chefs d'État n'ont qu'à peser les propositions des techniciens, des experts et jouer leur rôle de politique, faire le tri, prendre ce qu'il y a à prendre dans les propositions et ignorer le reste. Jean-Louis Roy, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle ». L'un des chantiers de l'Afrique aussi, c'est cette évasion fiscale. Vous parlez de l'Asie qui s'est développée grâce au numérique. L'Afrique, d'ici les années 2040-50, il y aura pratiquement plus de 2 milliards de personnes en Afrique qui vont vivre et que le numérique serait un atout. Mais si l'évasion fiscale n'est pas maîtrisée en Afrique, est-ce que le numérique a des chances d'aboutir? Écoutez, je vais vous dire, l'évasion fiscale, ce n'est pas un problème propre ou exclusif à l'Afrique. Moi, je viens du Canada. C'est un très grand sujet chez nous. On entre en campagne électorale fédérale pour l'ensemble du pays et c'est sûr que ça va être un des thèmes qui va être abordé. Je suis la campagne électorale aux États-Unis actuellement. C'est surtout les démocrates qui sont en train de brasser les idées entre eux pour savoir qui sera éventuellement leur candidat. Il y a 2 ou 3 des candidats qui pourraient être ultimement choisis qui font de l'invasion fiscale américaine un très grand sujet. Les pays occidentaux, et c'est le livre que vous venez d'évoquer parle de ça, un des grands phénomènes qu'on vit actuellement, c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident.
Le président de la France, il y a quelques jours, parlait aux ambassadeurs de France. Il a utilisé exactement l'expression que je viens d'utiliser. Il leur a dit « Organisez-vous autrement, travaillez autrement, parce que nous sommes dans la fin d'un long cycle qui a été le cycle de l'hégémonie occidentale. » Ça, c'est à peu près terminé. Ce qui commence, c'est une nouvelle délibération politique. Comment on veut organiser le monde maintenant que les structures de 1945, d'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, elles ont du service, elles ont été utiles, elles n'ont pas disparaître demain matin, mais sont un peu dépassées par les événements dont on va parler au cours de l'émission. Ça fait partie de la délibération politique et économique entre l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène mondial de l'invasion fiscale? C'est un problème de politique nationale partout, mais c'est un problème de politique internationale aussi. Il faudrait qu'il y ait éventuellement, on l'a fait dans d'autres domaines, des traités qui soient cohérents et qui soient exigeants et que les gouvernements, comme mon collègue vient de le dire, appliquent les lois une fois qu'elles sont adoptées ou votées. Oui, mais le problème fondamental, c'est qu'on en parle depuis plusieurs années. On ne voit pas d'actes concret par rapport à cela. Et on parle de la migration, des jeunes Africains qui quittent parce qu'ils sont au chômage, ils vont en Europe pour aller chercher du travail, parce que justement les matières premières qui devaient être transformées sur place, leur permettre d'avoir de l'emploi, sont pratiquement exportées. Vous avez raison, mais je crois que M. Roy vient de le dire, l'évasion fiscale n'est pas seulement un phénomène africain. Lorsqu'on apprend que les 2/3 des ressources dans les paradis fiscaux viennent de grands pays développés. Mais il se trouve que c'est de grandes économies pour lesquelles cet état de fait est encore soutenable. Pour les pays extrêmement faibles comme les nôtres, la situation se présente autrement. Ça réagit sur l'impossibilité d'avoir des structures universitaires normales, qui fonctionnent normalement, l'impossibilité de donner un emploi dans une partie du monde où 65% de la population à moins de 25 ans ne trouve pas de travail. Donc le problème se présente autrement. Il est extrêmement préoccupant puisque ça dure. Ça dure, il n'y a pas d'effort visible d'arrêt de cette saignée. Et en plus de ça, il y a des sorties tout à fait légales. Il y a des sorties tout à fait légales qui nous prouvent des ressources considérables. Vous prenez par exemple des États qui sont dans la zone CFA, avec ce principe issu du pacte colonial qui dit que vous pouvez retransférer légalement tout ce que vous gagnez dans la zone, et dans le même temps, nous avons l'épée de Damoclès de la dévaluation sur la tête. Moi, j'ai fait des estimations pour ce qui concerne le Sénégal. C'est plus de 2400 milliards qui sortent tous les ans par les opérateurs sénégalais en toute illégalité. Pour dire que nos problèmes, comme M. Roy vient de le dire, inégalité, voilà. M. Roy vient de le dire, le problème est beaucoup plus complexe. C'est un arbre qui a beaucoup de branches et qu'il faut étudier une à une et couper, se résoudre à le faire. Mais les États aussi, vous le savez, devant cette impossibilité de réaliser l'accumulation primitive au service du développement, les États vivent de soutien budgétaire, des agences de notation qui défilent dans les pays, on cherche des gentlemen agreements. Souvent, on a besoin que tel ministre de tel pays soit soutenu, en tout cas par ses parlementaires, pour vous aider en termes d'aide au développement. Tout ça fait que les pays africains, tels que les gouvernements fonctionnent réellement, ne sont pas prêts de résoudre le problème. Et c'est là justement aujourd'hui des pays développés comme la France qui sont dans une sorte de développement de diplomatie économique, en ciblant effectivement les niches de richesse en Afrique, le numérique. Oui, mais le numérique est une niche, mais le numérique aussi, il ne faut pas trop exagérer, c'est un outil qui apparaît et il faut le prendre comme au moment de l'apparition de l'imprimerie, du livre, de l'écriture. C'est ça, l'histoire humaine fonctionne comme ça. Dès qu'il y a une innovation, la génération sur qui elle tombe considère que ça, c'est jamais vu, c'est inédit. Ce n'est pas inédit, mais la vitesse d'accélération des nouveaux phénomènes, c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette vitesse d'ailleurs qui donne ce que nous appelons la mondialisation aujourd'hui et maintenant, alors que la mondialisation est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Évidemment, si on n'a pas l'expertise qualifiée, si on n'a pas la bonne organisation
compte tenu des recettes, plutôt des ressources que ça génère, des ressources que ça demande dès le départ, mais que ça génère également, et ceux qui sont dans les meilleures dispositions captent les surplus. Parce qu'au fond, l'économie, dans les relations nord-sud, il y a aussi cette dimension. Ce n'est rien d'autre que la bataille pour le contrôle du surplus généré par les différentes activités. Et sur ce plan, l'Afrique perd beaucoup. Oui. Vous parlez du chantier du siècle dans votre livre, le numérique. Est-ce qu'on peut dire réellement que c'est le chantier du siècle en Afrique où il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la formation? Peut-être que beaucoup de jeunes auront accès à l'éducation et à la formation en raison du numérique, que le numérique va porter l'éducation. Écoutez, si vous regardez les chiffres, vous venez de l'évoquer, de la croissance démographique en Afrique dans les 30 prochaines années, 40 prochaines années, projetons-nous jusqu'en 2050 plus ou moins, 2040-2050, c'est des dizaines de millions, presque des centaines de millions d'enfants que les systèmes scolaires africains devront intégrer. Et là, si la ressource du numérique n'est pas utilisée, on voit mal comment ça va pouvoir se faire. Je vais revenir à l'évasion fiscale 2 minutes. Vous partez de la France. Je vais parler du Canada aussi. Nos pays ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient non plus. Des pays qui prennent 50% de prélèvements, 55% des prélèvements, n'ont plus les moyens. Je comprends ce que vous avez dit, que dans le cas de l'Afrique, c'est essentiel qu'on garde la ressource au maximum, compte tenu des situations générales. Mais nos pays s'en vont vers des situations où ça va devenir extrêmement difficile de maintenir les acquis. Et vous voyez les gens dans les rues, vous voyez les gens dans toute l'Europe actuellement élire qui on sait, parce qu'ils ont l'impression que l'État les abandonne, etc. Et qu'est-ce que fait? Et quoi la réponse de l'État? La réponse de l'État, c'est d'essayer de maximiser les ressources qu'ils ont, mais il y a un manque de ressources et ça va croître. Les niveaux d'endettement dans certains pays européens sont extraordinairement élevés. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est intolérable où que ce soit, plus intolérable dans certains cas, vous avez raison, mais intolérable partout aujourd'hui, sauf peut-être dans certains pays particulièrement riches. Les pays ont besoin que les ressources fiscales qui leur sont dues leur soient versées s'ils veulent construire des routes, s'ils veulent construire des écoles, construire des hôpitaux, assurer des systèmes judiciaires qui aient du sens, forts et indépendants. Autrement, ça va être l'espèce de pagaille qu'on voit dans certains pays européens en ce moment. Oui, absolument. La pression en Europe, ça n'empêche pas que cette pression vécue en Europe se ressent en Afrique, à travers des dirigeants africains qui acceptent certains termes de mais bien sûr, quand on accepte certains types de relations, cela va de soi que ce qui arrive en Europe, par exemple, en tout cas dans les pays qui ont l'euro et dont les entreprises pullulent dans nos régions, ça se ressent également au niveau localement. Mais je veux dire que c'est vraiment à prendre au sérieux la question du financement du développement à travers le levier fiscalité. Il existe d'autres leviers. Notre situation, par exemple, dans le franc CFA, par exemple, pour nous, je reviens encore sur ça, est tellement compliqué que le levier que beaucoup de pays ont utilisé jusqu'ici, le levier de l'inflation, est un levier que, quand au fond, nous ne pouvons pas utiliser de manière convenable. L'outil le plus approprié aujourd'hui, c'est la fiscalité et la mobilisation de l'épargne du secteur privé en matière de financement du développement. L'État du secteur privé, nous le savons, il se plaint, quel que soit le pays, de ne pas être impliqué sur des décisions et sur les chantiers qui coûtent excessivement cher, dont ils auraient pu tirer énormément de bénéfices. Donc le secteur privé se plaint. Je crois que nous l'avons dit, c'est la résolution de ce problème est encore à notre portée, à condition qu'on s'organise, que l'État, les gouvernements africains comprennent que les temps sont révolus, où ce sont les gouvernements qui s'enferment, qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il faut impliquer toutes les parties prenantes. D'abord, les collectivités. Le Sénégal est dans une forte politique de décentralisation, avec la communalisation un peu partout, mais vous le voyez clairement, les communes n'ont pas de ressources. Et également les sociétés civiles. Je crois qu'il faut impliquer tout ça, avoir une plateforme minimale sur laquelle on s'entend, après que chacun aura donné son point de vue. Et à ce moment, nous avons aussi un outil très intéressant. C'est l'initiative
qui surveille l'utilisation des ressources minières et minérales. Moi, je consulte beaucoup le rapport. Ça, c'est un instrument très important à ce stade. Au moins, sur les données factuelles, je crois que malgré le bavardage environnant, tout est clair. On peut savoir ce qu'il faut et voir ce qu'il faut réorienter et ce qu'il ne faut pas. Encore une fois, les États demeurent défaillants pour l'essentiel, mais résoudre le problème est à la portée des pays africains à condition que nous y soyons associés. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans le gouvernement, ni dans les parlements, c'est-à-dire les sociétés civiles et les collectivités locales. Si cela se fait, je crois que nous nous engagerons dans la bonne direction, mais tant que cela ne se fera pas, il sera difficile de résoudre le problème. Monsieur Roy l'a dit, le Japon organise la TICAD. Moi, je suis dans cette histoire de TICAD depuis la première édition de 1993. Les gens, je lis un peu partout dans la presse internationale, le Japon aussi veut se refaire face aux autres qui arrivent, il développe sa TICAD. La TICAD, justement, c'est l'un des plus vieux. C'est l'un des plus vieux. Nous sommes dans la 5e édition de la TICAD. Et puis, j'ai été le Sherpa du Sénégal. Donc, je connais parfaitement le TICAD. Et c'est juste pour revenir sur la question de la dette, de l'endettement des grands pays industrialisés, qui est une préoccupation. Le Japon est à près de 240% de niveau d'endettement. Ça aussi, c'est un problème. Cela veut dire que notre façon de fonctionner, de compter sur d'autres ressources, outre-mer, outre-Atlantique, aujourd'hui, il faut inverser la chose. C'est ici, sur le continent, qu'il faut générer les ressources nécessaires pour le développement. Et le secteur des technologies est un secteur très innovant, et qui va très vite et qui nous permet de mobiliser les ressources nécessaires pour rectifier ce qui mérite de l'être. Au-delà du secteur des technologies, il y a ce qu'on appelle en Afrique les ressources naturelles, donc le gaz, le pétrole, le zircon, comme on le dit au Sénégal. Les gens se posent des questions aujourd'hui. Le fait qu'on n'arrive pas dans nos pays à transformer sur place les ressources, à les exporter, est une des causes des problèmes qu'on rencontre l'Afrique. Tout le monde dit que c'est le temps de l'Afrique. Mais certains se demandent, est-ce que ce n'est pas encore le temps des autres en Afrique ? Écoutez, ça dépend comment... c'est un peu comme la sève des arbres. Ça dépend comment profond les racines vont aller dans la terre. Écoutez, ce qui est en train de se passer dans le monde va changer, pas simplement l'Afrique, mais le monde entier. Il y a un basculement de la richesse de l'ouest vers l'est. Ça, on le sait. La Chine, d'il y a 30 ans, le plus grand pays, le plus pauvre du monde, n'est plus ce pays-là. C'est autre chose, et vous le savez en Afrique, et vous le savez au Sénégal. Il y a un basculement de la richesse. L'Ouest n'a plus les ressources qu'elle avait, et surtout, elle a perdu la capacité le monopole, de créer la richesse. La richesse, elle est créée ailleurs maintenant. Elle est créée massivement ailleurs. Le pays qui soutient le plus la dette américaine, c'est la Chine. Ce n'est pas rien quand on se dit ça. La richesse, maintenant, elle est produite un peu partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le développement universel de l'ère numérique. Il y a aujourd'hui 500 millions d'internautes en Afrique. Il va en avoir 1 milliard peut-être dans 30 ans. Ça va être l'une des grandes communautés d'internautes au monde. Pour la première fois, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'Afrique a accès aux technologies à peu près en même temps. Et les jeunes peuvent utiliser les technologies à peu près en même temps que ça se fait ailleurs. Ils ne se gênent pas d'ailleurs pour le faire, et tant mieux. Ils innovent un peu partout. La troisième chose, c'est la démographie. Il y a un grand débat sur la démographie en Afrique, vous le savez bien. Trop d'enfants, pas assez d'enfants, juste assez d'enfants. On ne va pas faire ça ici. Sauf que ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Afrique est pensée maintenant par pas mal de monde dans le monde comme un marché. Elle n'est pas simplement un lieu où on va chercher les ressources naturelles. Elle est aussi pensée comme un marché. Le jour où le marché africain va être un marché de 500 millions, 800 millions de consommateurs solvables, ce jour-là, la production va se faire en Afrique. Ce jour-là, les Africains vont être capables d'avoir le poids, le marché va avoir le poids, et les intérêts économiques vont comprendre que leur intérêt, c'est de produire ici. Dans le domaine de l'automobile, ça commence. Il y a des domaines où ça commence à se faire tranquillement. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit aussi concernant le rôle de l'État. L'État doit être exigeant. Lorsque le Nigeria dit le nombre de volumes importés va être conditionné par le nombre de volumes
d'automobiles produits au Nigeria, ça, c'est une politique qui commence à faire changer le jeu. Le jeu, c'est pas simplement vous exportez, vous faites du dumping, vous faites ce que vous voulez, c'est vous allez produire chez nous pour notre marché. Quand l'Afrique va être le grand marché qu'elle a la possibilité de devenir, quelque chose va être changé dans la production, dans la transformation des ressources naturelles. Avant, je serais surpris. Oui. Est-ce que vous partagez ce qu'ils disent que j'ai simplement c'est le temps des autres pour en Afrique? Une petite inquiétude, mais il y a tellement de vrai dans ce que M. Roy vient de dire que c'est la première fois dans l'histoire du monde, avec l'émergence d'une telle technologie, que les parties du monde y entrent en même temps. Je crois que ça, si nous ratons le pari, nous allons être laissés de côté. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nous sommes en train de rater le pari. Il a employé le mot, l'Afrique ne peut pas se contenter d'être seulement un espace de commerce, un marché. La prise doit être un espace d'innovation, de créativité, de création, de richesse. Et ça, c'est seulement l'entrée en masse dans les systèmes d'alphabétisation qui doit le permettre. Parce que ça fait que le phénomène que nous vivons, l'Afrique est la seule région du monde où 94% des technologies utilisées nous viennent d'ailleurs. Et ce qui reste est le fait de seulement 2 pays. Les 6%, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, et c'est l'Afrique du Sud qui fait les 80%. Nous ne participons ni à la définition des technologies, ni à la conception, ni à la recherche et développement, ni à la commercialisation. Ça veut dire que vous donnez l'impression de vivre comme un caméraman le long d'une piste d'athlétisme qui suit les athlètes. Vous rendrez compte, mais vous n'êtes pas réellement dans le coup. Être dans le coup, c'est quoi? C'est être au cœur de la création de ressources, au cœur des développements pour tout ce qui est lié à la technologie. Et nous voyons heureusement des Africains qui n'ont jamais été à l'université développer des systèmes. C'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut encourager. Et refuser simplement d'être un marché. Est-ce qu'il y a une politique africaine justement de formation de ces talents, de ces innovations? Non, la formation, pour qu'elle existe, il faut qu'elle existe de fait, dans les faits. Mais l'Afrique a une politique à la Commission de l'Union africaine sur laquelle ce sont des universitaires, des experts, des techniciens qui ont travaillé. Nous avons les programmes, mais les Africains, c'est ça le malheur. Je regardais l'autre jour sur les rapports de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ou de l'Union africaine. Vous imaginez, sur 5 ans, les sites de ces institutions n'ont été visités que 2300 fois. Ça veut dire qu'il y a une grande part du continent qui se désintéresse sur ce que font les experts et ce que font les chefs d'État. Les chefs d'État, j'ai entendu personnellement des chefs d'État se plaindre, dire dans des sommets de chefs d'État, vous ne lisez rien, les rapports on vous les donne, vous mettez dans les avions, arrivez dans votre pays, vous mettez dans des couloirs. C'est ça qui se passe. Il y a une contrainte, des contraintes budgétaires tellement importante qui fait que toute la politique économique, depuis l'ajustement structurel, se résume à la gestion de cette contrainte budgétaire. L'économie, c'est aussi un pari. Et le premier pari à faire, c'est sur sa jeunesse, sur ses enfants, sur lesquels il faut d'abord investir à travers l'éducation. Et tout cela nous manque beaucoup, malheureusement. Je voudrais commenter, c'est trop important. Je crois que tout ce qu'on vient d'entendre est vrai. Tout ce qu'on vient d'entendre, cependant, est l'aboutissement d'une politique qui n'existe plus. La politique de la relation du monde avec l'Afrique depuis les années 50, les indépendances et tout ça. Ça, là, ce monde-là n'existe plus. La relation Afrique-Occident est une partie maintenant d'une relation beaucoup plus vaste que l'Afrique a avec le monde, notamment avec l'Asie. Le destin de l'Afrique et de l'Asie sont intimement liés maintenant. C'est tout à fait autre chose. Et si le diagnostic, si je partage absolument le diagnostic, absolument, je me dis qu'il y a des éléments actuellement au travail dans ce continent. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le rythme est bon? Et on peut poser toutes sortes de questions, mais il y a des éléments qui font évoluer les choses. Le premier élément, c'est l'accès aux technologies dont on a parlé, sur lesquelles on est d'accord tous les deux. Il y a plein de gens qui créent. Et par exemple, le rapport entre les technologies et le monde bancaire s'est développé en Afrique d'une façon assez extraordinaire comparativement à ce qui s'est passé ailleurs. Moi, je ne peux pas faire chez moi, au Canada, ce que vous faites, ce que
en tout cas plusieurs Africains, font dans les rapports avec la banque, etc. Deuxièmement, il y a des entreprises africaines, il n'y en a pas suffisamment, mais il y en a de plus en plus, qui investissent dans plusieurs pays en même temps, qui sont dans 9 pays, dans 11 pays, dans 4 pays, et qui ont intérêt à ce que les gouvernements s'occupent, 1, de la formation de la main-d'œuvre, 2, des équipements publics de transport d'un pays à l'autre, tout le fameux commerce intrarégional dont on parle souvent en Afrique. Je trouve qu'il y a des forces. Ensuite, je vois les Africains, j'en parle dans le livre beaucoup, je recense les groupes professionnels qui se sont rassemblés ces dernières années au titre de leur appartenance au continent. Les architectes, les ingénieurs, les assurances, la liste est très longue, de groupes dont on n'entendait pas parler avant, parce qu'ils étaient ou inexistants ou en formation, etc., qui commencent à parler, qui commencent à dire voici les comptables, voici ce dont on a besoin par rapport à la puissance publique, voici ce qu'on attend de vous. La société civile, c'est vaste. Hein? La société civile, ça comprend aussi les secteurs privés de l'économie, les regroupements professionnels de toute nature. Je les vois tranquillement apparaître. Ça ne va pas changer en 24 heures ce dont on parle, mais il y a un mouvement, chantier du siècle, il y a un mouvement. Qu'est-ce qui a changé la Chine? 1000 milliards d'investissements par année pendant 25 ans, année après année. Le pays le plus pauvre, on l'a dit tantôt, le plus grand, le plus pauvre, qui était la Chine, est devenu la puissance qu'elle est, reconnue par tout le monde. L'Afrique a besoin d'investissement, ça c'est clair. L'investissement vient maintenant de toutes sortes de sources. Et j'ai envie de dire, là aussi, il y a des éléments un peu réconfortants qui se passent sur le continent lui-même. Je vois le regroupement des bourses. C'est long, c'est compliqué. Vous avez mentionné tantôt l'Union africaine qui a travaillé dans ça. La Banque africaine vient de prendre des décisions importantes, de telle façon que les bourses qui ramassent l'épargne d'une certaine façon, sont en train de prendre une autre dimension, etc. Je vois aussi les choses de base dont l'Afrique avait besoin et qui lui manquaient absolument, qui sont en train de changer. L'argent qui a été mis dans la rénovation des ports, la création des ports en eau profonde, toute la côte du continent. Vous partez du Maroc, vous descendez tout le golfe de Guinée jusqu'en Afrique du Sud, il y a eu des dizaines de milliards de dollars d'investis dans les ports, qui sont aujourd'hui équipés, numérisés, avec les containers les plus modernes, etc., etc. Ça, c'est nouveau. Vous voyez, j'ai atterri ici dans un nouvel aéroport magnifique. Je vois, quand je circule en Afrique, les installations de transport. Pourquoi on crée des nouveaux aéroports? Pourquoi on met tant d'argent dans ça? Parce que dans le cas des ports de mer, on estime que ça va être multiplié par 13 dans les 20 prochaines années, les marchandises qui vont partir et qui vont arriver. Parce que de toutes les régions du monde, pour la croissance du nombre de citoyens qui achètent des billets d'avion, le premier, c'est la Chine, si on regarde les 25 prochaines années. Le deuxième, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Inde et l'Afrique à parité. Il y a des choses qui se passent quand même à l'intérieur du continent, pas suffisant, pas peut-être assez vite, mais il y a la capacité de l'Afrique de se penser comme un tout, comme un ensemble, déborde, je pense, la classe politique maintenant. Elle l'inclut, elle ne l'exclut pas, mais elle la déborde. Il y a toutes sortes de mondes qui travaillent pour construire ce continent-là, un peu comme vous le souhaitez, différemment. Mais pourtant, les mécanismes de dépendance ne sont pas rompus. Regardez l'Afrique. Effectivement, c'est une vue qu'on peut avoir, que j'ai. Mais si vous regardez le continent, comme je bouge beaucoup, il m'arrive de le faire. Vous survolez l'Afrique la nuit. Vous avez l'impression qu'il y a les côtes qui sont illuminées et un énorme trou sur le continent. Et je trouve aussi que nous avons la chance d'aller dans ce trou et de voir les gens. Et qu'est-ce que ça reflète? Que la situation fondamentalement du continent, en termes de revenus réels par tête, qui permet à chaque Africain de jouer son rôle, n'a pas changé. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il forcément se créer des richesses additionnelles plus importantes lorsque vous passez de 3 millions à 15 millions, ce qui est le cas du Sénégal. C'est comme quand vous passez avec 3 millions un journal, avec 15 millions vous avez 90 divisions, les choses deviennent plus visibles. Elles éblouissent même, mais ce qui éblouit n'éclaire pas forcément. Et je donne un exemple concret sur les grandes puissances de la zone CFA, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal.
De 1960 à aujourd'hui, le revenu réel par tête n'a pas varié. Il était pour ces 3 pays d'environ $1,100 par tête. Il est aujourd'hui de 1,300 ou 1,104 pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que fondamentalement, ça ne change pas. L'Afrique ressemble encore aujourd'hui comme un continent qui est au service des autres. L'OCDE le dit. Ils disent que pour 1 euro qui entre, c'est 9 euros qui sortent. Encore une fois, je ne cherche pas de bouc émissaire après 70 ans. Moi, je veux situer notre responsabilité de tirer profit sur tout ce que M. Roy vient de lire et qui sont perceptibles sur les continents. Et c'est sur cela que nous attirons l'attention du gouvernement. De grâce, regardez. Je fais partie des gens qui, à chaque voyage, font une note au gouvernement, 1 ou 2 pages, pour dire voilà ce qui se passe, les gens se débrouillent, la richesse se crée, l'innovation se développe, mais elle a besoin d'être soutenue. C'est ça le grand problème, c'est ça qui nous manque. Mais tout ce que vous dites, c'est normal que ça bruisse, que ça s'entende beaucoup plus lorsqu'on passe de 1, 2, 3 millions à 15 millions, c'est tout à fait normal. Mais il faut en faire... Et le constat qui a été fait aujourd'hui, c'est que l'Afrique fait l'objet d'une compétition entre les puissances occidentales. Si on regarde aujourd'hui, les Américains essayent de bousculer les Chinois qui s'installent en Afrique. Il y a le TICAD qui vient de se dérouler où le Japon veut revenir en force dans le secteur privé africain. On se demande aujourd'hui, dans cette bataille, que gagne l'Afrique? Écoutez, il ne faut pas penser non plus que l'Afrique est le seul champ de bataille au monde. L'Amérique latine, là, les Chinois sont là presque autant qu'en Afrique. Tu descends d'avion pour visiter le canal de Panama, il y a un immense panneau qui t'accueille, qui célèbre le 150e anniversaire de relation entre la Chine et Panama. Bon, les Russes sont en Amérique latine, les Russes qui redescendent en Afrique en ce moment. Les Américains sont là. Les Européens viennent de signer avec le Brésil et les 3-4 pays de l'extrême sud du continent un accord de libre-échange. Tout le monde est partout, d'une certaine manière. Cependant, dans le cas de l'Afrique, il y a vraiment tout le monde. Les États du Golfe, par exemple, jouent maintenant un rôle important. Regardez le développement de l'aviation, je reviens à ça. Presque toutes les sociétés aériennes du Golfe, il n'y avait aucune qui venait ici il y a 10 ans. Elles sont partout. La Turquie, la Turquie dans ce pays-ci notamment, mais dans beaucoup d'autres pays qui n'étaient pas là du tout, est là. Ce n'est pas simplement les anciennes puissances. La Chine est là. Le Vietnam est en train, via la Chine, là, est en train de s'installer aussi. Et les Américains qui sont tentés aujourd'hui de revoir un peu le fonctionnement de l'USAID, peut être beaucoup plus offensif en Afrique. S'adapter aux nouvelles réalités. Les Américains, avec beaucoup de retard, l'année dernière, le président actuel des États-Unis a fait voter une loi, il a mis 50 milliards de dollars qui en partie vont être investis en Amérique latine, une partie en Afrique. C'est encore un effort assez limité par rapport à ce que fait, par exemple, la Chine ou d'autres aussi. Mais moi, je continue à penser que là, le matin, il va y avoir 2,2 milliards d'Africains, dont 1 milliard vont être dans les villes, plus ou moins, et je ne sais plus combien de centaines de millions vont avoir moins de 20-25 ans, vont faire les grands chiffres. La demande de toute nature, la demande pour les services, les transports, l'habitation, la sécurité, l'alimentation, etc., la demande de biens de toutes sortes aussi va être telle qu'on va devoir produire sur ce continent davantage. Et là, on ne parle pas dans un siècle, on parle dans 20 ans. C'est ça que, et là je vous suis, c'est ça que l'Afrique doit construire, que les pays africains doivent construire d'ici 20-25 ans. Comment on fait pour que cette demande qui va croître d'une façon extraordinaire, il n'y a pas une autre région du monde où la demande va croître tout le temps. Comment on fait pour que ça profite aux Africains, que ce soit produit en grande partie par des intérêts africains, seuls ou en partenariat, mais que ça reste, que les bénéfices de tout ça puissent rester ici, l'épargne dont vous parlez, les profits dont vous parlez, et réinvestir en Afrique. Mais est-ce que vous sentez cette anticipation sur ce qui va arriver, cette prospective dans les choses qui vont arriver? Certains pays, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme le Sénégal aujourd'hui, où la moindre goutte d'eau, on est inondé un peu partout, où il n'y a pas d'anticipation, même dans les assainissements? Ça, c'est le retard. Hein, quand vous mettez 40-50 ans à ne pas faire ce qui devrait être fait, à un moment donné, ça apparaît. Mais ces efforts, comment les capitaliser? Je crois que quand même, c'est très important. Déjà, il y a une trentaine d'années, nous, on se disait que quel est le fou ou la République de fous qui va ignorer un marché de 600 millions. Imaginez ce marché de 600 millions, il va être 200 milliards.
Mais il faudrait que les services rendus soient produits pour l'essentiel, ou en tout cas dans une très grande partie, sur le continent pour qu'on puisse en tirer des bénéfices. Aujourd'hui, moi j'ai fait un tableau, une moyenne de la balance des paiements. J'ai fait un tableau sur une moyenne des balances des paiements des pays africains. J'ai 3 petits rectangles. Vous avez 40% d'importation de biens matériels et équipements, 40% de médicaments et aliments, 10% des divers. Et c'est dans les divers que les pays africains investissent. C'est un non-sens. Nous attirons les chefs d'État sur la question. Et sur ces 80% aliments, équipements, fondus, comme l'Asie est en train de le faire, que cela soit fait sur le continent. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra distribuer plus de revenus. Et le revenu par tête, il va gonfler. On pourra parler à ce moment très sérieusement de classe moyenne en Afrique. Et l'Afrique sera sous peu sur la même ligne quasiment que les autres régions du monde. Mais c'est qu'en Asie, il y avait quand même un transfert de technologie pour pouvoir faire les choses sur place. Mais en Afrique, on ne sent pas l'exigence. En Asie, il n'y a pas eu seulement transfert de technologie. Là aussi, j'y ai travaillé beaucoup. J'ai créé à la demande de la Banque mondiale, il y a une quinzaine d'années, la Chambre de commerce Afrique-Asie, que j'ai appris à l'arrivée Africa-Asia Business Council. Donc j'ai passé des années à sillonner toute l'Asie, le secteur privé. Et je voyais le regard qu'il portait sur l'Afrique, comment il voyait l'Afrique. Et la force de l'Asie réside aussi sur la qualité de l'État à un moment donné. Je crois que ça, c'est très important. Le leadership, il est important. Nous le savons, aller à la CA, aller à l'Union africaine, ça ne se cache plus. Tout le monde vous dira que le grand problème de l'Afrique, c'est son leadership. Leadership, moi, je ne me limite pas aux politiques. Hein. Ça aussi, il faut qu'on se comprenne. Le leadership, le leadership universitaire a une grande responsabilité. Oui. Le leadership du secteur privé a une grande responsabilité. Absolument. Le leadership universitaire, par exemple, ça, je parle dans mon camp, n'a jamais suffisamment pris sa responsabilité pour orienter, par exemple, les maîtrisards sur des monographies liées à leur région, où il existe des ressources par-ci et par-là. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait mes études à l'extérieur, mais c'est comme cela qu'on procédait. Vous habitez à Tamba, nous savons qu'il y a de l'or, et on vous suggère de faire votre maîtrise sur la question. Vous arrivez dans une région frontière, il y a trop de prostitution, on vous demande de travailler sur cet aspect. Le leadership universitaire aussi a failli, justement, à son devoir. Et même sur la divulgation des programmes d'ajustement structurel et des choses très idéologiques, comme le consensus de Washington. Je crois que certains ont voulu, en restant les oreilles du prince, n'ont pas dénoncé tout ce qu'on a caractérisé comme nouvelles lois de l'économie et qui n'étaient que des lois créées par des hommes pour poursuivre le système de domination. Encore une fois, nous avons diagnostiqué. Nous n'avons plus de temps à perdre sur le diagnostic. Arrive une innovation qui se développe en même temps dans les régions du monde, avec notre présence à tous en même temps. C'est une expérience inédite dans l'histoire de l'humanité. Trouvons les ressources pour accompagner la jeunesse africaine, les chercheurs, les innovateurs, et je crois qu'on pourra à ce moment-là affronter sérieusement les problèmes. L'effort de modernisation, comme tu en parles, pour les États, je le répète, des États font des efforts de modernisation. C'est d'ailleurs souvent, c'est avec le développement trop rapide de la société civile, c'est des États très autoritaires, mais qui arrivent quand même à des résultats. Quand un certain autoritarisme peut être utile, ça, on ne le comprendra jamais au Sénégal. Et dans un pays aussi, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Oui, l'ordre revient d'abord à ceux qui gouvernent. Et à ce moment-là, ceux qui suivent respecteront aussi l'ordre qu'eux-mêmes se seront donnés. Mais dans le désordre où tout le monde devient expert, tout le monde devient spécialiste, tout le monde compte dessus, sans aucune proposition alternative crédible et réalisable, on ne s'en sortira jamais. Ce n'est pas possible. C'est l'une des questions majeures dans des pays, surtout dits francophones. On a regardé un peu dits francophones en Afrique. On a vu qu'en Chine, s'il y a aujourd'hui cette richesse, ce développement, c'est parce qu'il y a un pouvoir fort. Au Rwanda, les gens parlent aussi du pouvoir fort de Kagame. Dans certains pays africains, justement, c'est ce qu'on appelle la démocratie qui crée une sorte de désordre où chacun espère dit ce qu'il veut et intervient ce qu'il veut. La démocratie ne crée pas de désordre. Des systèmes politiques, entre guillemets, dits démocratiques, peuvent créer des désordres. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup avec les Chinois en matière de droits humains, notamment quand j'étais président de Droit et démocratie au Canada, une institution créée par le Parlement du Canada. Ce qu'a fait la Chine, c'est un leadership fort. C'est aussi des équipes
dans les think tanks, dans les universités, dont l'École nationale du parti, qui était mon partenaire pendant 6 ans, qui, sur les questions environnementales, devançait tout le monde, sur les questions de l'utilisation de l'énergie électrique pour les voitures, etc., devançait tout le monde. Les gouvernements peuvent faire un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il a fallu qu'il y ait un pouvoir fort pour organiser tout ça. Et il a fallu qu'il y ait des ingénieurs, il a fallu qu'il y ait des gens qui fassent de la prospective, des économistes, etc., qui préparent des plans que l'État examine, met de côté dans certains cas, accepte dans d'autres, soutient fortement dans d'autres. L'État n'est pas apte à préparer des grands plans dans tous ces domaines un peu compliqués, techniques, etc. C'est rare que les États changent les sociétés. C'est moins rare que les sociétés changent les États. Absolument. Et il faut que la société, quand vous avez dit tantôt le leadership, il est politique, c'est sûr. Mais dans le cas de l'Afrique, j'avais ami de l'Afrique, c'est vrai qu'on a oublié l'autre leadership, le leadership extrêmement important, qui est celui de la société civile, des organismes professionnels, etc. Moi, j'ai vécu un petit moment, je vais le résumer en 30 secondes, au Québec, qu'on appelait la Révolution tranquille. Ça a duré 10 ans, 15 ans. On était les moins instruits de tout le continent. On est en 1960. On était au bout du continent, les moins instruits. Nos enfants n'étaient plus à l'école à partir de l'âge de 14 ans, en grande majorité. On était les pauvres des pauvres. On a fait ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. L'État s'est mis au pas de ce que la société civile avait créé. Et ça a donné un changement radical. On est dans la bonne moyenne des revenus de l'Amérique du Nord 30, 40 ans après. Il faut que la société civile s'organise fortement dans tous les grands secteurs. C'est ce dont je parle aussi dans le livre. Oui. La société civile, il faut l'organiser, qu'elle soit beaucoup plus renforcée. Mais on a constaté que dans nos pays, qu'il n'y a pas cette relation entre l'État et le monde de la recherche. La société civile, il y a une sorte de regarde un chien de faïence. Mais nous écrivons tout le temps sur cet aspect qui vient d'être développé. Il faut des passerelles. Il faut des passerelles, mais il y a tout le temps une défiance entre l'université et le gouvernement, la société surtout civile au Sénégal. Et le gouvernement. Mais surtout, on ne constate pas qu'au Sénégal qu'il y a un lien entre l'État et le monde universitaire, le monde de la recherche. C'est lié à la façon dont la société civile, en ce moment-là, est apparue aussi forte. C'est la société civile, elle a véritablement émergé de cette façon-là sous l'ajustement structurel. Et donc, elle a été quasiment montée d'une certaine pièce. Lorsqu'on dit que moins d'État, plus d'État, vous décrédibilisez l'État, vous le disqualifiez. L'État déjà, dont vous reconnaissez qu'il agit sur une dimension qui le dépasse, vous créez des sociétés civiles. Mais le résultat de tout ceci, c'est que j'ai relu, je suis en train de corriger une étude qui se fait, qui dit que près de 74% des ressources distribuées formellement dans les pays de la zone CFA sont le fait d'entités extérieures à ces pays. Mais ça aussi, c'est un problème. Alors que nous le savons depuis 200 ans, il n'existe pas un État responsable qui ne soit adossé à un ou des think tanks, à qui il donne toute la liberté de la réflexion prospective et qu'il finance. Mais une fois le travail fait, il prend ce qu'il y a à prendre. En termes clairs, vous voulez dire que la société civile sénégalaise, africaine est financée par l'extérieur, qui oriente les études, la façon de penser. Est-ce que justement cette orientation faite par l'extérieur à travers la société civile ne donne pas une orientation de ce que les autres veulent pour l'Afrique? Mais comment voulez-vous transformer l'Afrique, parler de l'Afrique du 21e siècle, quand ce sont les autres qui vous donnent des résidences d'écriture, qui vous payent vos billets d'avion, qui vous payent vos... Et la réflexion, vous la faites en dehors du continent. Il faut que nous soyons réalistes et que nous ayons le courage de dénoncer cela. Il n'y a pas d'association ou de société civile où on cotise. Excusez-moi, mais j'avais assez le mot dénoncer. Il y a des choses que la société civile seule ne peut pas changer, que le gouvernement seul ne peut pas changer, que les deux ensemble peuvent changer. Prenez le cas du café. Il vient de se créer en Côte d'Ivoire un institut de recherche sur le café. C'était en Suisse, les instituts de recherche, ou en Londres, ou je ne sais pas quoi, avant. Ça n'a pas de sens. C'est les milieux d'affaires de la Côte d'Ivoire et le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui ont pesé ensemble. Et il faudra, dans beaucoup de domaines, le retard dont on parle. Et le retard, il n'est pas simplement ce que les gouvernements ont fait, pas fait depuis 50 ans. C'est les 200 ans où les structures de ce continent ont été détruites, ont été niées, où la culture a été mise de côté, où on a dit les langues, ça n'existe
Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que c'est que ces sons, etc., etc. C'est tout ça qui doit être récupéré. C'est énorme ce qui est demandé à l'Afrique, mais c'est possible. Et d'une certaine façon, c'est un sacré beau projet, quelque part. Mais tout à fait, moi, je suis tout à fait d'accord. Que le numérique est un atout important, justement, pour récupérer tout ça qui Je est lié à l'Afrique. vous pose la question, culture, je vous renvoie votre question. Imaginons que l'Afrique aurait manqué l'implantation du numérique. On serait tous en train de hurler, avec raison, en disant, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé, ça n'a pas de sens. Moi, je me réjouis tous les jours qu'il y a un demi-milliard d'Africains qui aient accès à Internet. Et s'ils peuvent être 750 millions prochainement, d'abord, ça donne accès à la connaissance, ça permet des communications comme jamais vous avez pu les avoir, ça permet de travailler, de créer avec d'autres, ça permet toutes sortes de choses. Oui, c'est un outil extraordinaire, tant mieux s'il est bien installé sur le continent, tant mieux s'il est maîtrisé. Pourquoi les Africains ne l'auraient pas maîtrisé? Le paysan du Brésil, le gars qui fait du riz au Vietnam, tout le monde a maîtrisé les codes. Les Africains l'ont maîtrisé, l'utilisent. Pour une fois, l'Afrique n'est pas en retard. Il y a la seule chose que l'Afrique n'a pas, mais on ne l'a pas au Canada non plus, il n'y a que les États-Unis qui l'ont et la Chine, personne d'autre, un petit peu les Russes, c'est une structure d'ensemble du système numérique. Le contrôle des grands domaines. Là. Il n'y a que les Chinois qui l'ont, et c'est puissant chez eux. Les Américains, on les connaît, les Facebook, les Google, etc., les Alibaba de l'autre côté. Les Russes ont voulu le faire, ils ont échoué. L'Europe, zéro. L'Europe est client, elle n'est pas producteur à cet égard. Et ce développement des technologies a un aspect aussi que je salue en tant qu'universitaire. Ça secoue le monde universitaire. Jusqu'ici, les universitaires avaient le privilège, disons, de disséminer l'information. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le WhatsApp, il faut le dire, que les gens soient présents par-ci. Ça ne me gêne pas. Il faut qu'il y en ait plus sur WhatsApp, sur Twitter ou autre. Absolument. Ça change radicalement le comportement de l'universitaire qui est obligé de devenir celui qui donne l'information, mais aussi qui produit de la connaissance. De ce point de vue, c'est énorme parce qu'il est interpellé par ailleurs, alors que dans le passé, il était sur son piédestal. Je crois que c'est terminé. Quel est le contenu, justement, que l'Afrique apporte dans ces réseaux sociaux? Il y a contenu, en termes de contenu. Mais c'est ça, je l'ai déjà dit, les contenus, c'est un problème. Il faut affiner aussi. Mais ça permet de les créer et de les conserver aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Et des remises en cause avec les syndicats de nos pays. Ça fait déjà 20 ans que je parle, par exemple, sur la codiplomation. Il ne faut pas que et malheureusement, il n'y a pas encore de rupture. Au contraire, quand on crée des universités privées, c'est surtout le diplôme du partenaire qu'on essaie de vendre. Ça me paraît inadmissible. On peut avoir des contenus qui soient un mix, parce qu'au Canada, on n'y enseigne pas, par exemple, que des choses qui interpellent le Canada, mais qui interpellent toute la planète. L'Afrique aussi doit le Canada, d'autres strictement le Sénégal. Voilà, c'est pourquoi il est souhaitable que le ministère de l'Éducation veille justement sur le contenu des enseignements dispensés, pour que ce ne soit pas la promotion simplement des universités occidentales qui se disent qu'il y a un marché à prendre, on y va pour le prendre. Il faut la production de contenu. Sans la production de contenu, cette bataille du numérique, elle est perdue pour nous. Ouais. Et je dis que nous avons beaucoup de raisons d'espérer. Quand nous voyons même des Africains qui ne sont pas dans les universités ou dans les instituts apparaître comme des innovateurs sur les vertures, sur beaucoup de choses. Je crois que c'est ça. Reste à l'État de jouer son rôle. Trouver les financements nécessaires, assumer qu'il faut qu'il y ait des passerelles entre État, université, entreprises, secteur financier, bancaire et autres. Et au Sénégal, tu vois, on fait du surplace. On a pensé le technopole il y a plus de 20 ans. Ici, le technopole dont les statuts, ça existe toujours. Je suis le secrétaire général de la Fondation pour le développement du technopole. Nous parlions de la fertilisation croisée entre les secteurs de l'université, les secteurs de la recherche, les secteurs financiers. Mais je le dis et je m'assume, nous faisons trop de politique, de part et d'autre. Et sur le plan du contenu, il y a la place de langue nationale dans ce contenu. Quelle langue nationale dans les contenus numériques en Afrique? Écoutez, ça me permet de saluer mon ami Amadou Lamine Sall qui est avec nous. On a parlé de ça en mangeant chez lui tantôt. Moi, je crois que la carte culturelle et la carte linguistique du monde auquel on est habitué va être bouleversée dans les prochaines années, mais complètement bouleversée. D'abord, les États-Unis, il y a 70 millions d'Américains qui parlent espagnol et ça ne va pas diminuer, ça va augmenter. Quelle langue pour l'Europe? Est-ce que tous les pays européens, dont simplement un pays qui a 4 millions qui parlent anglais, vont garder la langue anglaise? Nos amis allemands,
J'ai hâte de voir nos amis français, comment ils vont traiter ces questions-là. Sur ce continent ici, la SADC, la communauté des pays d'Afrique australe, vient de décider que le Swahili était leur langue commune, leur langue partagée. La Banque africaine de développement a publié ces 2 dernières années ses rapports, d'abord en langue nationale, ensuite en traduction, le poids des langues, l'espèce de langue que parlent les Nigérians, qui n'est pas tout à fait de l'anglais, qui n'est pas tout à fait leur langue natale, qui est un mélange des deux, mais qui est la langue parlée par la majorité de ce pays, où il y a 200 millions de personnes. Quelles seront les langues officielles en 2050? Il y aura peut-être 2 langues africaines, dans ça, parlées chacune par 200 millions d'habitants. Il y aura certainement le mandarin, il y aura certainement une des grandes langues de l'Inde. Voilà, c'est très difficile. Les langues, c'est extrêmement vivant. Si on avait parlé de ça il y a 20 ans, on aurait dit tous les deux, tout de suite, tous les trois, le russe a un grand avenir en Europe. Le russe s'est écroulé lorsque l'Union soviétique s'est écroulée. Les langues des peuples autochtones, moi je vois ça au Canada, mais j'ai suivi ça beaucoup dans ma carrière, dans le monde entier. Les langues des peuples autochtones, les gens regardaient et disaient « Où est le cimetière ?» Aujourd'hui, à cause d'Internet notamment, elles sont toutes en train de rebondir, de ressurgir. La carte linguistique va changer énormément. Quelle langue au Sénégal dans 50 ans va dominer ici, en Afrique de l'Ouest? Ce sera un pidgin qui est en train de naître. Il va se créer quelque chose. Et c'est un peu ma crainte. Hein. Je crois que déjà, au-delà des pays de la SADC, l'Union africaine a décidé il y a quelques 3 ans que le Swahili était la 4e langue de l'africaine. Je crois que mais le Swahili a un avantage que nous n'avions pas dans beaucoup de pays africains. Il y a des académies, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des commissions lexicales. Exactement. Mais imaginez au Sénégal, nous avons adopté 6 langues. Il n'y a pas d'académie des langues, il n'y a pas de commission lexicale. Vous prenez les centaines de radios de Sénégal, chacun a son Wolof, son Serer, son Pulaar. Je crois qu'il faut mettre de l'ordre. On ne peut pas développer les langues sans tout cela. Le pidgin, pour qu'on s'accorde là-dessus, ça va durer longtemps. Aujourd'hui, ça c'est la fonction de l'État. Voilà. Aujourd'hui, allez dans n'importe quelle agence de voyage ou dans n'importe quel hôtel de la place de Dakar, mais chacun a son lexique en Wolof, en Serer, et vous y trouvez du n'importe quoi. Je crois qu'il faut se dire, anticiper et se dire que peut-être que les langues que nous utilisons aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 50 ans, et anticiper et se préparer. Oui. Et pour se préparer, il faut s'accorder en mettant en place des académies ou des commissions lexicales. Et ça, malheureusement, ça manque beaucoup. Mais on peut parfaitement travailler, faire de la science avec les langues africaines, comme ici à Dakar, beaucoup ne savent pas, mais certains de nous donnons ici des cours de Swahili. Moi, j'ai enseigné les techniques financières internationales dans une université ici. On le faisait en Wolof. Pour certains, c'est inimaginable. Il y a un effort à faire. Mais il faut effectivement travailler sur les langues africaines. L'UNESCO, vous connaissez ce problème mieux que moi, l'avait déjà dit. Sur 6 personnes que vous prenez dans les pays, au bout de 20 ans, les 5 sont perdus pour la société traditionnelle africaine. Peut-être est-ce une bonne chose quand on parle de tradition africaine, mais ça donne quand même à réfléchir. Surtout si on considère que... Et ça, c'est notre grand problème. Aujourd'hui, surtout dans les milieux islamistes ou tout simplement religieux, qui sont offusqués par n'importe quelle démarche, n'importe quelle prise de position. C'est de ne pas avoir étudié et prendre en compte suffisamment que le capitalisme, ce n'est pas seulement un mode de production qui se répand sur la planète. Le capitalisme est aussi civilisation. Or, lorsque une civilisation se donne la prétention d'être la vraie, avec L majuscule, veut se répandre partout, elle commence par mettre à terre les vertus et les valeurs auxquelles la société qu'elle pénètre sont adossées. C'est ça qui explique toutes ces valeurs. Mais sans réflexion prospective, nous ne verrons jamais, comme nous devions le voir, les problèmes que nous avons pour les résoudre. Oui. La Corée. Oui. La Corée est restée la Corée. Elle est devenue très capitaliste. La Chine reste la Chine.
La chaîne est restée. Oh oui, ça c'est sûr. Voilà, merci infiniment à mes invités, à M. Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy est actuellement président directeur général de banque, consortium regroupant les archives nationales du Québec, la Bibliothèque nationale du Québec et la Grande Bibliothèque de Montréal. Il a été aussi secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie OIF. Merci à Chérif Salifsi, qui est économiste, haut fonctionnaire de l'État, qui est enseignant-chercheur et aussi membre de la société civile sénégalaise. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.1.